était imbécile et un peu vulgaire. Je n'aime pas être nu, je suis beaucoup trop maigre. Mes pouces et mes index se rejoignent trop facilement à nouveau autour de mes hanches. J'étais nu, dans un parc ou quelque chose qui y ressemblait. J'étais accroupi, à la recherche des arômes oubliés. Mes sens tentaient de me persuader que j'avais perdu l'essentiel. Ma peau réagissait agréablement sous le passage d'un coquelicot à fleurs rouges, vif, dont l'un ou l'autre pétale plongeait dans mes cheveux. Sur mes épaules, je sentais l'odeur de ma peau se parfumer merveilleusement. Je ne trouvais aucune explication à ma présence dans ce lieu que je ne connaissais d'ailleurs pas. Les couleurs y étaient parfois transparentes. Surpris, un homme me prit la main, il me la serra pour être sûr de ne pas me perdre. Je tentais de le dévisager, lui aussi m'était étranger. Il était beaucoup plus âgé que moi, ses mains rugueuses et poilues trahissaient un visage débonnaire. Beau, paré à toutes les épreuves. Son sourire me tranquillisait presque, et sa voix m'attendrissait. Je savais que c'était l'homme idéal et qu'il m'aiderait à poursuivre ma recherche. Comprendre les fragrances de la vie. Quel rêve absurde. Merci. Et donc, tu vois que ça commence par un rêve. Oui, ça commence par un rêve. Et donc, Pedro arrive au Maroc, donc il va de plus en plus vers le sud, donc on s'enfonce comme ça dans l'histoire et dans le pays en même temps. Et Pedro, finalement, fait une rencontre vraiment décisive. Et il y a cette fameuse légende des amandiers en fleurs. Je ne sais pas si tu veux nous la dire rapidement ou en dire ton interprétation. La légende des amandiers en fleurs est une légende portugaise. Bon, je ne m'étais pas préparé, d'un coup je suis en train de réfléchir. Est une légende portugaise. En fait, c'est l'histoire d'un roi ou d'un prince, je ne sais plus, arabe, en fait, qui se marie avec une femme qui vient du Nord. Et elle est très nostalgique de son pays. Et donc le prince, comme il ne peut pas amener la neige sur ces terres, il décide de planter des amandiers. Et lorsque les amandiers sont en fleurs, au mois de février, au mois de mars, eh bien, il y a les pétales qui tombent sur sa terre et c'est comme de la neige. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle reste amoureuse de lui. Comme quoi l'illusion, parfois, peut encore faire beaucoup de choses. On ne va pas tout dévoiler, mais la personne que Pedro rencontre là-bas dans le désert, pas loin de la frontière algérienne, réinterprète cette histoire des amandiers en fleurs pour Pedro, ce qui amène un moment très poétique. Et pas du tout mièvre en réalité. C'est pas du tout ton style d'ailleurs. Voilà. Je voulais en lire une évocation aussi, mais enfin je pense qu'on n'aura pas le temps. Donc je voudrais avancer un petit peu. Et, en quatrième de couverture, il y a Laurent Héroux, qui a apparemment accompagné la composition de ce livre, qui dit ceci. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir de la trilogie des illusions, c'est combien le désir y est central, viscéral, primordial. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce désir, en l'occurrence homosexuel, et de la place qu'il prend dans les tribulations de tes personnages, dans les histoires? Donc, je ne sais pas si tu vas poser la question après, je ne sais pas. Mais en fait, comme c'est une réédition, ça n'a pas été simple. C'est pas parce que tu parles de Laurent Héroux. Ouais. Donc ça n'a pas été simple de faire un volume de ces 3 livres. Parce qu'ils ont été écrits il y a longtemps, parce que d'un coup je me suis replongé dans cet univers-là, que c'était pas évident, que j'ai toujours pensé que c'était essentiel, parce que c'est vrai qu'au départ je n'avais pas pensé que c'était une trilogie, mais dès la fin du 2e livre, je savais qu'il allait y avoir une trilogie, je savais que ça allait être une trilogie. Et donc j'ai toujours rêvé que les 3 romans paraissent dans un même volume. Donc un grand merci à Edern et à Vincent pour avoir accepté ça, parce que franchement, ce n'était pas évident de trouver un éditeur qui accepterait de rééditer ce genre de choses. Après, avec Laurent, bon, il y a des ailes dans Edern, donc à Edern, on travaille avec d'autres personnes. C'est vrai que la question a été de savoir, mais est-ce qu'on garde tout, ou bien voilà. Il y a quand même des passages qui sont peut-être un peu sexistes dans l'époque où on se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les garder ou pas les garder? En fait, il y a eu un travail d'1 année pratiquement à se poser la question de savoir est-ce que je garde ou je ne garde pas, est-ce que, voilà, tu vois. Donc ça a été un peu ça, et finalement on a presque tout gardé. En fait, je ne sais pas si ça valait vraiment la peine, mais la discussion était intense et très importante. Alors, quand j'ai lu son texte et qu'il parlait du désir, j'étais moi-même un peu étonné.
parce que je pense que c'est un... Je pense que Laurent a beaucoup parlé de désir aussi en soi. Et moi, je n'avais jamais mis ça en avant. Mais en fin de compte, en relisant, je me dis, ben oui, c'est vrai. Ça traverse en fait l'ensemble. Je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas ressenti peut-être comme ça, mais c'était peut-être aussi mon désir de mettre en avant des personnages. C'est vrai que le moteur finalement de Pedro, c'est comme le désir de rencontrer quelqu'un, le désir d'être aimé, le désir d'aimer, le désir de... etc. etc. C'est vrai qu'à propos de l'homosexualité, Pedro n'est pas très très clair sur le sujet, ce qui m'a valu quand même la pire critique que j'ai eue, c'était dans Tétu, quand même, qui est la revue et qui m'avait vraiment fait une très mauvaise critique sur le livre parce que c'était un personnage lâche qui ne décidait pas, que, tu vois, et comme s'il y avait une décision à prendre. Mais en fait, Pedro est comme ça, pas très sûr de lui, en fait. Du coup, c'est pas très sexuel non plus. C'est ça que je. Donc c'est vrai que le désir. Les homos peuvent être dogmatiques. Oui, oui, c'est ça. C'est clair qu'il y a un dogme derrière. Donc voilà, donc le désir, oui. Moi, je pense que c'est un désir d'autre chose, certainement. Peut-être du corps aussi, mais pas forcément. Tu parles de la scène finale. Bon, avec la rencontre de Mehdi aussi, cet enfant qui a été retrouvé dans un village. Le village a été détruit, le village algérien, et donc Pedro ramène cet enfant de là-bas. Donc c'est une vie à trois dans le désert. Ce qui m'a valu quelques critiques au Maroc d'ailleurs, évidemment. Mais voilà, moi le désir est un mot pour moi qui ne m'accroche pas forcément en fait. Pour moi, c'est plus l'identité. Et s'il y a un désir, c'est un désir d'identité, un désir d'amour, plus que le désir en réel. Merci beaucoup. Je crois qu'on a plus énormément de temps. On avait prévu beaucoup de questions, mais enfin, on va passer directement peut-être à peut-être ton style, mais aussi bon, ce qui est vraiment frappant dans cette série-là, c'est l'importance du rêve, donc le côté onirique dont tu parlais tout à l'heure. Le côté épistolaire, tu l'as expliqué, donc ça je ne vais pas revenir dessus, mais le rêve, bon, c'est là-dedans, mais c'est aussi dans certains de tes autres livres, certains mots rêve dans le titre, etc. Donc parle-nous du rêve ou des rêves de Patrick Lehoucq et pourquoi ils prennent une telle importance dans ton écriture. Mais c'est vrai que là encore, tu vois, c'est un peu comme avec le désir. Moi, j'ai jamais beaucoup assumé l'idée onirique. Mais c'est en relisant, encore une fois, ces trois romans que je me dis, mais finalement, le rêve n'a pas commencé avec les portraits oniriques et avec Mapritus. C'était déjà avant. Et c'est vrai, je pense que mes premiers écrits, en fait, ça a été de... Ben, je ne sais pas si tu connais l'anecdote. J'ai travaillé sur un tournage de film de Fellini. Et c'est lui qui m'a dit, enfin, j'avais 22 ans, 23 ans, je crois, à Rome. Et c'est lui qui me disait, Patrick, est-ce que tu écris tes rêves le matin Ben, je dis non, je n'écris pas mes rêves. Enfin, je ne sais pas qui à 22 ans écrit ses rêves le matin. Depuis ce moment, je les ai écrits. Et je pense que ça a été un déclic, pas immédiat, mais ça a été un déclic petit à petit, ça a été la question du rêve. Les rêves pour moi sont très importants, évidemment. Toutes les interprétations, Jung, d'ailleurs, sur le site de mapetus.com, j'écris des interprétations de rêves que vous pouvez aller lire. Donc le rêve est devenu quelque chose de réel. Oui. Bizarrement. Donc il y a l'illusion, il y a le rêve, il y a l'illusion voilà, de la réalité, s'illusionner de choses, espérer, tout ça. Le rêve, c'est autre chose. Le rêve, c'est... Je pense qu'il y a des gens qui ont cette capacité d'avoir des rêves plus forts, ou en tout cas très forts, et qui parviennent aussi à interpréter leurs rêves et à être guidés par ces rêves dans la réalité, ce qui est mon cas. Voilà. Alors je pense qu'on est tous capables de ça, mais je pense qu'on a tous une vie différente. Et il y a des gens qui mettent une pression sur l'inconscient et tout ça, mais ce n'est pas mon cas, j'ai essayé de libérer les choses. Et c'est vrai que l'écriture me permet de raconter des choses que je ne raconterais pas dans la réalité sans être considéré comme fou.
Donc, je préfère les écrire que de me retrouver dans un asile psychiatrique. Non, c'est mon éditeur qui m'a dit tout à l'heure, oui, on sait tous que tu es fou. Mais pour moi, le rêve, c'est essentiel, en fait, c'est ma réalité. C'est ma réalité. Et quand je fais mes séances de motivation, parce que je fais des séances de motivation, j'aide les gens à se motiver et à trouver leur chemin, en fait. Ça passe souvent par le rêve aussi, parce que notre société est très cartésienne, très terre-à-terre, très matérialiste, nous empêche souvent de se réveiller et puis de suivre les conseils de ces rêves, les conseils oniriques. Voilà. C'est pour lire Jung aussi, pour les comprendre. Oui, ton livre est fort dans l'intériorité des personnages, et c'est vrai qu'il y a des moments, on lit quelques lignes, et puis on se dit, mais là je ne suis plus dans la réalité, je suis dans le rêve, donc il y a vraiment des moments d'hésitation et des passages très subtils de l'un à l'autre qui sont vraiment très bien faits. Je vais peut-être lire quelques phrases, et bon, on ne va pas clôturer, extraits de tes livres, de ton livre ici. J'adore ses étreintes, lorsqu'il me prend dans ses bras et qu'il oublie qu'il n'aime que les femmes. J'en ai plusieurs comme ça. Pourquoi la pensée fait-elle peur? Il y a un côté un peu engagé quand même. Parce qu'elle ébranle ce fauteuil confortable, parce qu'elle n'est jamais prouvable et qu'elle est toujours remise en question. L'amour, c'est comme un jardin. Quand il est bien fleuri, on est bien heureux. T'as écrit ça, oui. Je pense, en dégustant ma crème glacée, que c'est la petite bourgeoisie qui pousse au racisme. L'affection. Oui, enfin, oui. Mes seuls paysages sont les yeux des hommes. C'est beau ça. Hein? L'envie de rêver était immense, comme si c'était notre manière consubstantielle de vivre. Pour toi, le rêve, c'est la vie, hein, c'est clair. Enfin, Pedro. Je reste muet, par conviction que le monde ne peut résoudre ses problèmes par des mots. Et pourtant, tu. Il n'est pourtant pas si facile d'effacer ce qui n'existe plus. Voilà. Bon, je crois qu'on va devoir tout doucement terminer, mais peut-être que si tu as des projets, tu as déjà mentionné ton nouveau livre, ou s'il y a d'autres choses que tu voudrais mentionner. Oui, c'est vrai que ce nouveau livre est, je pense, un tournant. Non, je le pense vraiment. Parce que, non, mais j'ai des hésitations quand même, parce que parfois avec la littérature, on n'écrit pas pour ça, on écrit parce qu'on a des choses importantes à dire. Donc ça fait 6 ans que je suis à Casablanca. Je voulais absolument écrire quelque chose sur cette jeunesse, de retrouver peut-être les sous-prolétaires de Pasolini dans la vie violente, et de se retrouver avec des jeunes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de travail, qui quand même parviennent à survivre, à faire des choses, s'acheter des iPhones, à avoir de la passion. Tout ça m'a beaucoup, du coup, m'a remis dans une certaine forme de réalité. Alors, ils rêvent aussi, hein, ils rêvent de devenir des joueurs de football, ils rêvent aussi, mais on est plus dans une forme de réalité. Alors évidemment, j'ai pas peur, mais bon, quand c'est un livre sur le Maroc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés à vraiment à me dire, tiens, est-ce que je peux écrire en tant que Belge blanc en étant au Maroc, est-ce que je peux tout écrire, ou est-ce que c'est un regard de colon? Donc tout ça a été très compliqué pour moi pendant 3 ans. Donc j'ai raboté, ça je peux pas écrire, ça je peux pas écrire. J'ai failli arrêter le livre en disant finalement c'est pas fait pour moi, je ne veux pas. Et puis voilà, donc il est sorti aujourd'hui, donc je suis très ému. Je suis très ému, c'est la première partie. Ça c'est vraiment les jeunes d'un quartier à Bourgogne, des jeunes qui sont jamais sortis de leur quartier. Ce sont des jeunes que j'ai côtoyés parce qu'au départ c'était un film qui devait être fait. Donc il y avait un scénario qui était prévu au départ. Donc j'ai côtoyé ces supporters tifosi, comme on dit en italien. Et donc j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires qui ont été absolument passionnantes.
Donc la première partie parle beaucoup de ces jeunes sous-prolétaires, la deuxième partie parle de cette grande bourgeoisie marocaine qui ont énormément d'argent, les grands contrastes, et puis c'est un livreur de pizza en fait qui fait le lien entre ces deux classes sociales avec deux équipes de football qui en réalité sont pratiquement deux religions. Donc c'est deux religions dans un monde où il y a déjà une forte présence de la religion, avec tu es vert, tu passes une rue où il y a que des rouges, et tu risques de te faire taper dessus, etc. etc. Donc c'est assez... voilà. Et donc l'histoire raconte aussi l'histoire de ce garçon qui est des rouges, en fait, des Ouidad, et qui tombe amoureux d'une fille, donc ça fait très Roméo et Juliette, très Roméo et Juliette. Mais voilà, je voulais écrire vraiment quelque chose qui... Alors, je sais que les Marocains vont me dire, mais c'est pas vrai, ce que tu écris, c'est faux, et tout ça. Donc, je m'apprête psychologiquement à confronter ce genre de choses. Dans 2 semaines, les livres seront vendus au Maroc. Et donc, ça, c'est le projet, vraiment. Donc, je vais également sortir un livre belgique aux éditions l'année prochaine. Donc là, pour la première fois, je vais écrire sur la Belgique. Voilà. Ce sera mon 26e livre qui sera pour une fois sur la Belgique. Pas trop tard pour être prophète dans ton pays. Eh bien, il me reste à te remercier, cher Patrick, à vous remercier aussi. Et je ne peux que vous encourager à lire la trilogie des illusions, qui réserve plein de richesses et de surprises, et une écriture vraiment profonde et très, très intéressante. Merci beaucoup.